Bon, toujours est-il que j'avais choisi le foot, ou que le foot m'avait choisi, je ne sais plus trop, et que j'allais tout faire, pour atteindre mes rêves. Est-ce que tu sais twerker? Non. Est-ce que tu sais twerker? Non. Bonjour et bienvenue dans À défaut de twerker, le hors-série qui s'intéresse aux aspects historiques, sociologiques et politiques du foot féminin. À défaut de savoir twerker, mes invités savent jouer au foot et en parler. Mais avant d'écouter l'interview, je vous propose un petit point actu. Aujourd'hui, c'est la Pride de Paris, 3 semaines après la toute première Pride des banlieues à Saint-Denis. J'ai rendez-vous avec les Goudous sur Roue à 13h, le collectif qui va ouvrir la marche des fiertés cette année. Pour cette raison, je n'ai pas le temps de passer la journée à monter, mixer et communiquer sur cet épisode. Exceptionnellement, je n'ai pas enregistré de réaction à chaud. Pour que vous compreniez un peu mieux les raisons pour lesquelles je délaisse mon job de productrice de podcast aujourd'hui, j'ai décidé d'interviewer Suzanne, membre des Goudous sur Roue. Les Goudous sur Roue, c'est quoi? Du coup, c'est un collectif qui s'est un peu créé à partir de rien, de meufs, personnes trans, non-binaires, etc., principalement de meufs lesbiennes, qui fantasmaient sur les Dykes and Bikes aux États-Unis et qu'on réalisait que il n'y avait pas d'équivalent en France et que ce serait trop cool que ça existe. Et du coup, j'étais en mode, il n'y a pas assez de lesbiennes dans la Gay Pride, qui est trop gay. Donc, on déboule. Donc, c'est à moitié pour réagir au sexisme qui est aussi présent dans le milieu LGBTQ+, et à la fois pour la visibilité lesbienne en tant que telle. Les Dykes and Bikes, moi, je connais pas très bien, mais en gros, c'est traditionnellement, je crois, à Chicago, des lesbiennes bien imposantes qui ouvrent la marche à moto. À Paris, c'est le Gay Moto Club qui l'ouvrait l'année dernière, alors que traditionnellement, c'est des Dykes avec des Harley énormes, posés, hyper fiers, avec des drapeaux, etc. Et pourquoi ce nom, les Goudous sur Roue? Parce que ça sonnait bien, ça rimait. Et on a rajouté le .e.s pour favoriser un peu l'inclusivité. Que ce soit pas... c'est un peu bête parce que c'est un peu un jeu de mots, goudou.e, voilà. Mais voilà, pour que ce soit pas que les goudous meufs cis, mais aussi les autres goudous et les personnes de manière générale qui aident d'autres gens que les hommes cis. Et donc là, c'est la toute première fois qu'un collectif lesbien va ouvrir la marche de la Pride à Paris. Je sais pas, je connais pas assez bien l'histoire de la Pride, mais ça m'étonnerait pas que ce soit le cas, en tout cas sur les dernières années. Et ça a été difficile justement de s'imposer pour ouvrir la marche? On a fait le dossier et dedans on a demandé officiellement à avoir la tête de cortège, on l'a argumenté. Mais il se trouve aussi qu'on avait des personnes qui étaient à l'écoute dans l'inter-LGBT et qui voulaient, je pense, marquer le coup politiquement et qu'on est arrivé au bon moment, au bon endroit au bon moment, quoi. On voit que le Gay Moto Club qui avait posé problème l'année dernière, il est tout derrière. Bon, je pense que c'est pas anodin. Et pourquoi ils avaient posé problème? J'étais pas là. Ce que j'ai entendu, c'est qu'en gros, ils avaient fait des agressions lesbophobes, qu'ils avaient été... des gros machos et qu'ils avaient soit mis très mal à l'aise, soit directement agressé ou insulté d'autres personnes du cortège qui ne leur ressemblaient pas, je dirais. Vous vouliez vous rapprocher de personnes en situation de handicap, qui étaient en fauteuil roulant initialement, c'est ça, non? Oui, on a, en gros, tout ce qui est roue, c'était bon et on a communiqué dans ce sens. Après, dans la team Orga, on avait une personne concernée, mais qui, à cause de la chaleur, ne pourra pas le faire. Je dirais pas que c'est majoritairement par là qu'on a recruté. Je pense qu'on a recruté des personnes plutôt sportives qui font du vélo, dans les faits. Mais oui. Et en fait, je pense que le cortège de tête radicale qui va prendre la tête réelle et passer devant nous aura plus de personnes handi et ça, c'est cool. C'était ma seconde question, justement.
devant les Goudous sur roue, il y aura tout de même d'autres collectifs, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, on n'était pas du tout sûr d'avoir la tête de cortège et du coup, on s'organisait pour l'avoir dans tous les cas à côté. Donc, on était en discussion, en réunion avec plein d'autres associations qui avaient pu prendre la tête donc légalement les années d'avant pour voir comment ça se faisait, qui était chaud, etc. Et, euh, et il se trouve qu'une fois qu'on a eu la tête, ça a aussi remotivé des gens et que c'est organisé le collectif des délaissés. Mais du coup, oui, il y aura des personnes devant nous parce qu'elles sont plus légitimes, qu'elles ont besoin de visibiliser, notamment des collectifs intersexualisés, des oppressions qu'ils et elles subissent. Et du coup, évidemment, voilà, on est ravis qu'elles passent devant nous, on est coordonnés et en accord là-dessus, on a suivi des formations. Pour les personnes qui nous écoutent, si tu te sens capable de le faire, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que l'intersexuation ou le fait d'être une personne intersexe? Donc une personne intersexe, c'est une personne qui ne correspond pas exactement à la définition binaire du masculin ou du féminin du point de vue biologique. Donc ça peut passer soit par tout ce qui est apparence génitale, mais aussi par les hormones, par les chromosomes, par plein de choses différentes. Et de manière générale, ce qui réunit les personnes intersexes, c'est souvent beaucoup de souffrances médicales et de tabous quant à leur existence. Tout à l'heure, tu évoquais des cas d'agression lesbophobe l'an dernier sur la Pride. La lesbophobie, elle est fréquente dans le milieu LGBT, QIA+. Si on a pris un cortège en non-mixité sans mixité, c'est pas par hasard. Clairement, aussi le fait qu'on décide de défiler pour une partie d'entre nous, topless, torse-poil, c'est un choix fort et qui fait peur à certains et certaines d'entre nous et qui prouve que oui, il peut y avoir agression lesbophobe ou sexiste ou biphobe ou whatever. C'est probablement un réel problème dans le milieu LGBT comme dans le reste de la société. Oui, du coup, pour rappel, donc les Goudous sur roue, vous allez être en tête de cortège et vous allez assurer le service d'ordre et vous allez être seins nus pour revendiquer le fait que les personnes qui ont des seins devraient pouvoir se promener dans la rue, tout comme les personnes qui n'en ont pas. Ouais, comme tu parlais du fait d'être torse-poil, je voulais quand même faire la petite précision. Ok, ben écoute, super, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Ciao. Ciao. J'ai interviewé Mylène qui habite à Dijon. Nous avons échangé par WhatsApp, je suis donc désolée pour les bruits de fond qui sont désagréables, mais le contenu est vraiment intéressant. Avec Mylène, qui est joueuse pro au DFCO, nous avons parlé d'homosexualité et d'homophobie dans le foot. Belle écoute. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Mylène Chavas, j'ai 21 ans et je suis footballeuse professionnelle. Je suis gardienne de but. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu t'entraînes et à quel niveau? Je joue au DFCO, donc Dijon Football Côte d'Or, et je suis en première division féminine. Et déjà, quand tu étais petite, tu rêvais d'être footballeuse professionnelle? Quand j'ai commencé, pas vraiment. Je savais pas que ça existait déjà. Pour moi, il y avait que les garçons qui jouent au foot. Donc c'était un peu compliqué. Et puis, en fait, j'aime bien dire que j'ai grandi avec le football féminin parce que il s'est développé en même temps que j'avançais dans ma carrière. Et donc, aujourd'hui, il est ce qu'il est, mais quand j'ai commencé, c'était difficile d'imaginer que j'en arriverais là aujourd'hui. Donc c'était un rêve, bien sûr, dans un coin de ma tête, mais un peu un rêve que j'avais construit de toutes pièces. Voilà. Et est-ce que tu veux bien parler de ton parcours footballistique, justement? Comment tu as fait pour parvenir à être footballeuse professionnelle? J'ai commencé avec les garçons dans un petit club de village à côté de chez moi. Et ensuite, j'ai rapidement été repérée, on va dire, par Saint-Étienne, par l'AS Saint-Étienne, avec qui j'ai fait toute ma formation. J'ai pu intégrer ensuite un pôle, donc le pôle France à Clairefontaine, puis à l'INSEP.
C'est là que j'ai passé 3 ans là-bas et j'ai pu continuer ma formation avec eux. Je continuais à jouer le week-end avec Saint-Étienne et puis progressivement j'ai gravi les échelons en club en changeant de catégorie à peu près chaque année. Et puis j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de France, d'abord chez les jeunes, donc à partir de U16 on va dire, moins de 16 ans. Et puis progressivement, voilà, je me suis retrouvé à jouer des plus grosses compétitions avec les gens de mon âge, donc voilà, U19 ou U20. Et voilà, aujourd'hui, c'est la première division et j'en suis ravi. Est-ce que tu as vécu ou est-ce que tu as été témoin d'actes homophobes au sein du foot? J'ai jamais vécu d'actes homophobes. Par contre, témoin, oui, je pense que déjà dans le foot masculin, tous les week-ends, avec les chants des supporters notamment, on en entend beaucoup. Voilà, c'est surtout des paroles. Après, dans le foot féminin, beaucoup moins, parce que ça va plus être du sexisme que de l'homophobie. Et donc, ça va pas être les mêmes termes, ça va pas être les mêmes mots, mais bon, ils peuvent être tout aussi blessants. Et donc, non, je pense que dans le foot féminin, c'est pas encore, c'est pas, et j'espère que ça ne le sera jamais, euh, vraiment présent l'homophobie. On le voit à travers les garçons, on l'entend, mais nous, ça nous atteint pas encore. Après, il peut exister une certaine forme d'homophobie quand même, puisque ça va pas être en direct, ça va pas être adressé par exemple aux joueuses ou aux arbitres ou n'importe quoi, mais ça va être avant les parents notamment qui refusent que leur fille joue au foot parce qu'il y a une réputation. Le foot féminin est associé à l'homosexualité et donc les parents parfois ont peur tout simplement que leur fille en s'inscrivant au foot devienne ou que ça soit la raison de leur homosexualité et donc il y a des parents qui refusent encore que leur fille joue au foot pour ces raisons-là. Et voilà, ça, c'est pour moi un acte homophobe, peut-être inconscient, mais voilà, et je pense que c'est pas du tout une bonne image et c'est, il n'y a aucune raison d'agir comme ça, donc il faudrait que ça s'arrête. Est-ce que tu t'es déjà demandé ou est-ce que tu t'es déjà fait la réflexion que ton homosexualité serait problématique avec ta volonté d'être footballeuse professionnelle? Je pense que tant qu'on n'en parle pas, tant que voilà, on s'affiche pas, on va dire, ça pose pas de problème. Après, ça serait plus pour l'image et notre image personnelle, mais aussi l'image de la fédération, l'image des clubs. C'est pas forcément l'image que veulent renvoyer les instances. Et donc, moi, j'aime bien me décrire comme une footballeuse, mais je veux pas être le modèle de la footballeuse homosexuelle parce que c'est pas ce que je suis et j'ai pas besoin d'en faire une affiche, voilà, d'en faire une pub. Donc voilà, c'est ce que je suis, certes, mais c'est pas forcément ce que je mets en avant. Et est-ce que tu penses que dévoiler son homosexualité, que ce soit dans le foot masculin et dans le foot féminin, ça peut briser une carrière ou empêcher justement l'évolution d'une carrière? On n'a jamais eu d'exemple. Je pense que c'est parce que les joueurs ou joueuses ont peur justement de ça. Et donc j'espère que si c'était le cas un jour, ça nuirait pas à la carrière de la joueuse ou du joueur. Maintenant, honnêtement, je peux être sûr de rien. Et ça s'est vu, il y a des témoignages chez les amateurs où il y a eu des renvois de clubs ou des choses comme ça. Et donc ça, c'est un scandale. Et donc si ça arrive aux amateurs, ça pourrait très bien ternir la carrière d'un ou d'une joueuse. Et donc je pense que c'est vraiment, vraiment dommage. Quand on a échangé par écrit, tu m'as dit que
ton homosexualité et même l'homosexualité de tes coéquipières, c'était quelque chose dont vous parliez régulièrement, mais c'était quelque chose qui restait toujours dans les vestiaires. Pour quelles raisons ? Dans un vestiaire, on a vraiment une relation particulière. On échange sur tout et n'importe quoi. Et en fait, il y a des choses qui se disent dans le vestiaire, qui restent dans le vestiaire et pour tout en fait. Et donc, il y en a pas mal qui, voilà, entre nous, il n'y a pas de problème, elles en parlent ouvertement, mais c'est plus difficile d'en parler à un public extérieur parce que pour l'image, et puis il y a aussi la famille qui compte beaucoup. Et la famille n'est pas forcément toujours au courant. Voilà, on a la vie de terrain, la vie de vestiaire et la vie privée. Et ces trois milieux complètement différents. En surfant sur Internet et en regardant des infos sur le foot et sur l'homosexualité dans le foot féminin, j'ai découvert qu'il y avait une volonté dans certains clubs et fédés de vouloir féminiser les joueuses de foot, c'est-à-dire les rendre plus féminines en fonction des codes attendus par la société, et donc les féminiser par le fait d'avoir des cheveux longs, le fait de porter du maquillage, des boucles d'oreilles, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens au sein de ton club et dans le foot de manière générale ? On ne demande jamais explicitement d'avoir les cheveux longs, d'être maquillée ou quoi que ce soit. Après, je peux entendre que dans certaines fédérations, voilà, certains clubs, ça se fasse, mais je pense qu'en France, on n'en est pas là et que c'est une bonne chose parce que ça serait extrêmement discriminatoire. Quelle différence il y a entre l'accueil et le traitement de l'homosexualité dans le foot masculin et dans le foot féminin ? Alors, je pense qu'il y a encore un énorme tabou chez les garçons, qu'il y a moins chez les filles. Ça va être plus facile pour nous, notamment dans le vestiaire, d'en parler. Chez les garçons, je peux pas en parler parce que je ne sais pas, mais je pense pas qu'ils en parlent ouvertement dans le vestiaire. Juste par rapport à ça, déjà, il y a une énorme différence. Il y a une réputation dans le foot féminin qui fait que voilà, le foot féminin, un sport masculin, donc des filles masculines, donc homosexuelles. C'est une réputation qui s'accroche au sport, au milieu. Et chez les garçons, ils ont des réputations comme ça, mais pas tout à fait les mêmes. Voilà, tu m'as pas du tout posé de questions sur les arbitres, par exemple, mais c'est vrai que eux, ils ont une réputation aussi, voilà, comme pour nous, d'être homosexuels. Et donc, je pense que c'est plus... c'est différent de ce point de vue-là. Ok, super. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je te laisse la parole, mais sinon, merci beaucoup. Ce que je t'avais dit à l'écrit, du coup, que donc, le fait que les parents aient parfois peur pour leurs filles de les inscrire au foot, faut pas que ça soit un frein à la motivation des enfants et notamment des jeunes filles. Voilà, le foot féminin est en train de se développer et faut pas que ça devienne une excuse pour les parents pour pas les inscrire. Il faut vraiment que ça continue et il y a de plus en plus de licenciés, donc c'est une bonne chose. Il faut que ça aille dans ce sens-là, donc qu'ils n'hésitent pas à inscrire leur fille au plus jeune âge, parce qu'elle risque rien du tout à commencer le football. Voilà, c'est la fin de l'épisode. À défaut de twerker est un hors-série du podcast L'Olympiade Femelle, qui s'intéresse au féminisme au pluriel et au sport au pluriel. Je remercie l'équipe de Podcut, sans qui cette aventure n'aurait pas été possible. Bisous!